Ah ça, vous pouvez vous installer où vous voulez. Là. Vous pouvez prendre 4 sièges sans problème. Ouais, ça me va. Vous nous entendez bien? Oui. De toute façon, on n'est pas énormément. Alors, écoutez, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont présents dans la salle d'être venus jusque-là. Aujourd'hui, on va faire intervenir Varenne Capital sur un sujet qui, à mon avis, est intéressant et particulièrement actuel, qui est 3 conseils pour personnifier le discours client à distance. Donc avant de commencer, avant que Yanis se présente et présente Varenne Capital, je voulais vous dire très très rapidement, donc moi je suis Pierre Bert et je travaille pour Salesforce. Je suis directeur commercial chez Salesforce sur toutes les PME qui travaillent dans les services financiers. Et donc Salesforce, globalement, je pense que pas tout le monde le connaît. On est une plateforme qui a pour mission de rapprocher les conseillers de leurs clients. Donc c'est un enjeu crucial dans ce monde. Et en fait, on est présent à Patrimonia depuis 2 ans, donc en tant qu'exposant. Et on va répondre à beaucoup d'enjeux. On accompagne énormément de clients qui sont aujourd'hui présents à Patrimonia. Et notamment des enjeux, on parlait tout à l'heure des CGP, mais autour de la réglementation, autour de l'efficacité des conseillers et autour de la proactivité qu'ils peuvent avoir dans une démarche de conseil, d'offrir plus de services. Voilà. Et globalement, sur tout le cycle de vie d'un fonds ou d'un conseiller, on va vraiment travailler sur plusieurs aspects qui sont l'acquisition, la transformation, ou en tout cas la conversion, on va dire, et puis derrière la fidélisation. Voilà. C'est vraiment là-dessus qu'on va accompagner nos clients. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Yanis. Bonjour. Merci Pierre. Bonjour. Qui représente Varenne Capital. Tout à fait. Alors Yanis, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce que vous faites chez Varenne? Ouais, très bien. Moi, je vais peut-être commencer effectivement par la société. Varenne Capital, société de gestion, donc société de gestion entrepreneuriale, lancée en 2007 par 2 associés fondateurs, Giuseppe Perron et Marco Sormani, donc en France. L'idée de la société de gestion, c'est vraiment d'assembler plusieurs moteurs de performance pour pouvoir être, je dirais, adapté à plusieurs configurations de marché. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre proposition de valeur. Pour ma part, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Pour ma part, donc je m'appelle Yanis Kessi et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis responsable du développement chez Varenne Capital et donc je m'occupe particulièrement de la clientèle de conseillers indépendants, de family office et également d'acteurs internet. Ok, et alors du coup, Varenne Capital et Patrimonia, ça date depuis quelques années, j'imagine. Tout à fait, ouais. Tout à fait, Pierre.
Tout à fait. Donc, on a à chaque année vraiment à cœur de participer à Patrimonia, y compris cette année, justement, dans un contexte un peu plus difficile. Mais c'est justement parfois dans les contextes un peu difficiles qu'il faut pouvoir être présent, qu'il faut pouvoir montrer sa solidarité. Et donc, c'est ce que nous avons voulu faire en étant présent et en ayant un stand cette année au salon. Ok. Avant d'aller sur les conseils, parce qu'on va en parler évidemment, moi j'avais une première question, Yanis. Comment s'est passé les derniers mois pour Varenne? Parce que c'est quand même un sujet qui brûle aux lèvres de pas mal de monde. Bien sûr. J'imagine bien. Non, pour Varenne, c'est vrai que forcément, et comme dans tout le marché, et au-delà même du marché, dans toute société, je pense que ça a été un véritable choc. Un véritable choc d'abord sanitaire, également psychologique. Donc dans les premiers mois, dans les premiers instants, là où il y avait énormément, je dirais, de manque de visibilité au final, l'attention a plutôt été portée sur la santé des proches, la santé des collaborateurs, avec des gestes barrières qui ont tout de suite dû être mis en place et des informations qui ont dû être justement adaptées pour pouvoir continuer l'activité en sécurité. Puis, dans un deuxième temps, effectivement, comment est-ce qu'on allait organiser l'activité? Comment est-ce qu'on organise l'activité de la société pour pouvoir continuer à être au plus proche de nos clients, continuer à pouvoir les servir et à leur apporter l'information dans un environnement qui, justement, était en manque de visibilité et où les conseillers avaient besoin d'une information de qualité et surtout très rapidement, donc avec une réactivité assez importante. Et là, bien entendu, le digital et également Salesforce ont joué chez Varenne un rôle extrêmement important dans cette mission-là. Ok, et c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, aujourd'hui, la reprise, vous la voyez comment chez Varenne, la reprise de l'activité depuis la sortie du confinement? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentisme pendant justement la période de confinement, beaucoup d'attentisme qui peut se comprendre, mais depuis le déconfinement, donc depuis mai, nous avons pu voir justement certains signaux de reprise, donc une collecte pour notre part qui continue de s'intensifier. Donc, pour rappel, la société de gestion Varenne Capital gère aujourd'hui 1,8 milliard d'euros d'encours, donc sur toute notre gamme de fonds, avec une dynamique de collecte qui s'est quand même assez importante et qui s'est intensifiée depuis 2018. Donc nous avons une belle collecte nette en 2018 qui s'est intensifiée et qui s'est vraiment, élargie en 2019. Et là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est également une collecte assez importante, un peu en deçà de 2019, pour des raisons qui s'expliquent quand même assez facilement, mais qui est toujours là, qui est toujours présente. Et d'ailleurs, quand je discute avec nos partenaires, avec des CGP, avec des indépendants du patrimoine au sens large, je vois que ils ont quand même à cœur, ils arrivent toujours à faire des affaires, et donc c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour le métier en général. Alors, tu mentionnais tout à l'heure que pendant la crise, il avait d'abord fallu s'occuper des personnes. Absolument. Et ensuite, tu mentionnais qu'il fallait bien s'occuper de ses clients. Donc c'est vrai que c'est tout l'objet de cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire vraiment les enjeux pour vous au niveau client? C'est quoi les enjeux de vos clients et comment vous imaginez votre relation avec vos clients dans les prochains mois, les prochaines années? D'accord. Alors, je dirais l'enjeu, ou en tout cas l'horizon, on parle souvent d'horizon dans notre métier, mais l'horizon, je dirais, de relation est forcément sur du long terme avec nos clients. Donc ça, c'est déjà un premier postulat de base, donc tant sur la classe d'actifs sur laquelle nous sommes investis, donc en l'occurrence les actions, on est nécessairement sur du long terme, on est nécessairement sur un accompagnement de long terme. Maintenant, c'est vrai qu'il a fallu justement pouvoir répondre à des attentes qui ont été légèrement transformées par l'impact Covid-19 sur le marché. Cette transformation, on a pu le voir sur certaines exigences. Donc la première exigence, c'est celle par exemple d'une réactivité. Quand vous êtes en plein mois de mars, quand vous avez des séances sur les marchés à moins 12, moins 13%, qui clairement font un petit peu peur, ou en tout cas peuvent faire un peu peur, eh bien il faut pouvoir justement accéder à son partenaire financier rapidement. Et donc ça, on l'a bien vu, et on a mis, nous, de notre côté, en place tous les éléments nécessaires avec un canal de connexion multicanal au final, pour pouvoir être disponible et pour pouvoir être réactif. Donc ça passe évidemment par du mail, mais ça passe également par le téléphone. Et donc voilà, on est disponible vraiment via plusieurs canaux. J'ai même eu des contacts via WhatsApp, donc via des canaux qui sont beaucoup moins professionnels, mais à partir du moment où il y a de l'efficacité, chez Varenne, on est présent. Ok, donc
long terme, si j'ai bien compris, pour Varenne, hein, c'est super important. Absolument. Mais en même temps, la crise vous demande d'être super réactif. C'est deux choses qui peuvent être assez antinomiques si on n'est pas bien organisé. Donc, question, comment est-ce qu'on s'organise pour être réactif finalement face à toutes ces demandes clients qui arrivent du jour au lendemain en panique. La réactivité, elle se prévoit. Et c'est vrai que chez Varenne, nous avions, avant même Covid, avant même qu'il y ait, je dirais, la moindre rumeur, ou en tout cas le moindre fait de ce virus, nous avions en fait un plan de continuité de l'activité qui avait été façonné, qui avait été imaginé pour pouvoir justement assurer en fait une transition qui allait se passer le mieux possible si jamais il devait y avoir justement une impossibilité pour X ou Y raison de venir dans les locaux. Et donc ce plan de continuité, nous l'avons mis en place clairement dès les premières annonces de confinement. Donc il a fallu, et c'est vrai qu'on a une certaine facilité entre guillemets dans nos métiers pour pouvoir mettre cela en place parce que nous sommes sur des métiers de service, sur des métiers du conseil. Et donc cette digitalisation peut se faire relativement facilement à partir du moment où on l'a pensé en amont. Et donc c'est clairement ce qu'on avait fait en fournissant, ça passe vraiment par des mesures très simples, mais en fournissant à tous les collaborateurs le matériel pour pouvoir opérer de chez soi. Donc ça passe bien entendu par des ordinateurs portables, par de l'équipement de qualité, des webcams, de quoi faire de la visioconférence, je dirais, vraiment de bonne qualité. Ça passe également donc, par des outils de communication qui ont été importants, des outils de communication qu'on peut citer comme Teams, donc ça c'est plutôt pour de l'interne. Si je dois citer sur le CRM, plutôt Chatter, qui nous permettent vraiment de suivre l'activité que vous pouvez avoir en fait, auprès des clients. Et donc ça a été justement une mise en place d'outils qui nous ont permis vraiment de suivre l'activité et surtout, je pense que ça a été là la clé en fait, du succès, de ne pas avoir de rupture d'information. Parce que lorsqu'on est en open space, lorsqu'on est tous ensemble, l'information, même si elle est délivrée de manière informelle, elle est délivrée, je dirais, de manière assez rapide et relativement efficace. Et là, l'idée, ça a toujours été, bien sûr, de continuer à avoir cette information de qualité, une efficacité donc dans la communication avec des outils digitaux et en étant éloigné. Et justement, tu disais qu'il y avait une multiplicité des canaux. Tu parlais de WhatsApp, de plusieurs moyens de communication. Et là, tu fais état en fait, qu'il y a un point important, c'est de garder l'information et de surtout pas la perdre. Absolument. Comment vous organisez ça chez vous, chez Varenne, justement, vous avez mis tous les outils digitaux pour pouvoir capter ces informations, mais derrière, pour pouvoir la centraliser, parce que je pense que si vous voulez donner des conseils ou des recommandations à vos clients, il faut pouvoir avoir une donnée unique, j'imagine. Absolument. Donc il faut avoir une donnée unique, il faut avoir une donnée centralisée, accessible par tous dans l'organisation, avec certes des niveaux de sécurité qui peuvent varier en fonction des fonctions, en fonction simplement des opérations, de l'utilité que chaque poste peut avoir en interne. Mais c'est vrai que vous avez clairement deux priorités dans l'information, dans sa génération et dans son traitement, qui sont dans un premier temps le fait d'avoir une information de qualité. Ça a toujours été, moi en interne, un grand combat. Donc une information, une base de données en fait, qui soit de qualité, avec de bons contacts, avec de bons mails, les bons numéros de téléphone, les bonnes adresses, enfin bref. Une base de données de qualité, c'est vraiment, je dirais, la base de tout le reste. Mais ça ne suffit pas. Parce que très souvent, de ce que j'ai pu constater justement, c'est que un CRM est souvent utilisé dans les structures, et notamment dans les petites structures, vraiment comme une base de données. C'est-à-dire, certes, j'ai mon contact, j'ai besoin d'une information, d'un numéro de téléphone, je vais taper son nom dans mon CRM, je récupère l'information, et ça y est, le travail s'arrête là. Alors qu'en fait, les possibilités et les fonctionnalités qu'offrent les CRM sont tellement plus vastes, qui sont tellement plus intéressantes, et vous pouvez vraiment faire de belles choses, tant sur le suivi des contacts, que sur le traitement et donc sur le suivi client grâce au CRM. Et c'est ça justement qu'on est en train de développer de plus en plus, c'est on a une donnée, c'est bien, l'utiliser de manière stratégique, fonctionnelle et vraiment pouvoir apporter la bonne information au bon client et au bon moment, ça c'est important et c'est ce que nous permet de faire le CRM. Ok. Et justement, donc là vous en êtes au stade où vous arrivez à avoir cette donnée unique et à pouvoir l'exploiter. Comment vous faites pour que les personnes chez Varenne utilisent ces outils que vous mettez à disposition, parce que tous ces outils-là sont bien beaux, mais s'ils ne sont pas utilisés, évidemment, derrière, l'information, elle n'est pas là. Donc, vous avez mis quoi en place, vous, chez vous, pour faire en sorte que ces outils soient vraiment bien utilisés? C'est quoi la règle? La règle, en fait, et je pense que c'est un conseil qui peut marcher pour pas mal de fonctions en général, mais c'est de commencer par la fin. Je m'explique.
Commencer par la fin, ça veut dire montrer aux équipes les fonctionnalités et en gros la finalité de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ça permet véritablement que les personnes que vous avez en face de vous comprennent là où vous voulez en venir, comprennent l'intérêt de votre action et au final adoptent votre stratégie. Quand vous avez par exemple, je donne un exemple parmi d'autres, mais quand vous avez je dirais une stratégie de mailing sur des prospects ou des clients potentiels qui se fait de 1 à 1 parce que en étant en 1 à 1 sur Outlook, ça permet la personnalisation, etc. Vous perdez au final un temps fou. Vous perdez un temps fou parce que il faut justement rédiger chaque message, il faut pouvoir mettre la bonne personne, transférer, enfin bref, c'est quand même assez laborieux. Et ce que permet par exemple le CRM, ce que j'ai pu montrer, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est grâce aux balises de personnalisation, ou donc des attributs qui sont proposés par les CRM, vous pouvez en fait envoyer donc, à un certain segment, à certains conseillers ou de toute façon vos clients, qui présentent les mêmes caractéristiques, le même message avec le même niveau de personnalisation, avec un prénom, avec un nom, avec l'élément du cabinet, avec peut-être des éléments d'information qui le concernent lui exclusivement. Et donc, le fait de pouvoir montrer ça, toutes ces fonctionnalités en fait qui sont réalisées via le CRM, ça permet tout de suite aux équipes de prendre conscience du potentiel de l'outil et donc d'accepter parfois le process de mise en place qui peut être un petit peu long, qui peut être un peu fastidieux, mais parce qu'on a en tête à la fin l'objectif qu'on va pouvoir atteindre et les gains de temps considérables qu'on va pouvoir avoir au sein de l'organisation. Et donc, vraiment, si j'avais un conseil d'onboarding, entre guillemets, des équipes, c'est vraiment de commencer par la fin, commencer par les avantages pour pouvoir pousser tout le monde vers un même objectif. Et vous avez commencé ce processus de digitalisation, on va dire au sens large, il n'y a pas que Salesforce, il y a aussi d'autres outils que vous avez utilisés, mais vous avez commencé ça il y a combien de temps ? Je dirais, alors, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez Varenne. L'utilisation du digital, tant sur la partie réseaux sociaux que sur la partie CRM, également donc communication via des reporting, etc. Donc une communication, je dirais, stable, rythmée, dans le temps et assez transparente au final. Par contre, ce qu'il y avait au départ, c'était, je dirais, des outils avec des fonctionnalités de base. Donc c'était plutôt ça, en fait, la logique. Ce n'était pas le fait qu'il n'y avait pas de digitalisation, c'est qu'on pouvait faire plus. Et toute l'idée justement de l'implémentation, puisque bien évidemment je ne travaille pas tout seul là-dessus, mais donc on travaille bien entendu en équipe, mais toute l'implémentation en fait et l'amélioration de ces outils passe par on peut faire plus, on peut faire mieux et avoir des gains de temps qui sont véritablement considérables, notamment lorsque moi je suis responsable donc, de développement, je suis très souvent en déplacement. Quand je suis en déplacement, quand j'ai des transports, j'ai pas forcément de connexion internet, ça c'est du temps en fait qui est précieux et si je peux en gagner sur des tâches qui sont un petit peu rébarbatives et au final assez peu porteuses de valeur ajoutée, si je peux l'automatiser ou si je peux faire en sorte de passer le moins de temps possible là-dessus, je le fais. Justement, pour parler vraiment de toi, de ton métier, tu es responsable de développement. Est-ce que tu peux peut-être spécifier en quoi ça consiste exactement, quels sont vraiment les enjeux que tu as, toi, au quotidien, et quels sont les objectifs que tu te fixes aussi chaque année, j'imagine, chez Varenne ? Ouais. Alors, responsable du développement, donc j'ai utilisé un gros mot, mais c'est commercial. Donc, responsable du développement chez Varenne Capital consiste véritablement donc, à accompagner un segment de clientèle. Donc, en l'occurrence, pour le mien, c'est les indépendants du patrimoine. Donc, comme je le disais, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, mais également des acteurs Internet. Ensuite, vous avez d'autres segments de clientèle, des multigérants, des banques, également des investisseurs institutionnels. Moi, je suis spécialisé donc, sur les indépendants du patrimoine. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les aider à construire des allocations pour leurs clients et qui correspondent en fait à un profil de risque donné. Donc, le but n'est pas forcément, même si on le souhaite tous un peu, mais le but n'est pas forcément de choisir la solution qui sera la plus performante sur une année. Le but, c'est véritablement d'avoir, encore une fois, et on y revient, cette approche long terme, cette approche d'accompagnement dans la durée de leurs clients pour pouvoir valoriser à long terme, encore une fois, un capital. Donc, c'est véritablement cette construction-là et ce conseil-là qu'on va venir apporter aux conseillers et à nos partenaires qui travaillent avec nous. Maintenant, au niveau justement de cet accompagnement-là, donc il y a 3, je dirais, points très importants que j'ai pu noter. Le premier, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, mais ça concerne véritablement la réactivité et la disponibilité. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui peut faire la différence. Le fait d'être disponible, réactif, de tout de suite répondre, c'est quelque chose qui est énormément apprécié par les partenaires.
Le deuxième point, c'est la transparence. Le fait d'avoir une information claire, une information qui soit disponible, accessible et qui soit envoyée de manière rythmée, c'est quelque chose qui est également très apprécié des partenaires. Et le troisième point, c'est la personnalisation. La personnalisation parce que, c'est le nerf de la guerre, on est quand même beaucoup d'acteurs sur ce segment, donc on travaille beaucoup avec les partenaires, mais il y a également énormément de sociétés de gestion. Et pour pouvoir justement arriver à se démarquer, pour pouvoir être pertinent dans notre offre et dans notre communication, il faut pouvoir personnaliser. Et la personnalisation, ça ne passe pas uniquement par je mets le prénom justement de la personne que j'ai en face dans un mail. C'est pas ça la personnalisation. La personnalisation, c'est vraiment être en capacité, lors d'un rendez-vous ou lors d'un déjeuner investisseur qui serait organisé, de récupérer une information sur les intérêts, sur les attentes du partenaire, de pouvoir intégrer ça justement à un CRM et de pouvoir utiliser cette information-là de manière efficace à un partenaire bien dédié. Je vous donne un exemple très, très précis et très concret. Chez Varenne, nous avons une gestion qui est assez particulière, assez différenciante, parce que nous ne gérons pas par classe d'actifs ou par fonds, mais nous intégrons plusieurs stratégies de gestion à nos fonds. Donc il y en a 4. Le long action, qui est une stratégie de sélection de titres, du short, qui est une stratégie de vente à découvert sur des titres des sociétés qui sont plus ou moins mal en point, l'arbitrage de fusion-acquisition, qui consiste à se positionner donc, sur des opérations spéciales, toujours lorsqu'elles présentent un caractère sécurisé et annoncé amical, et enfin des couvertures macroéconomiques qui cette fois-ci permettent véritablement de couvrir contre les risques extrêmes de marché. On parle souvent de 2008 ou maintenant je pense dans les années à venir on parlera aussi de 2020 pour justement mentionner ce type de configuration de marché là. Et lorsque je vais voir un partenaire, très souvent il peut y avoir pas une préférence mais en tout cas un intérêt particulier pour une des 4 stratégies du portefeuille. Par exemple le long, ou par exemple sur les couvertures macroéconomiques. Et toute l'idée pour moi, ça va être justement de récupérer cette information-là, de l'encoder de la bonne manière dans mon CRM pour pouvoir faire une communication qui soit exprès sur cette stratégie-là, celle qui vraiment a attisé l'intérêt de mon partenaire. Ouais, donc il y a une grosse partie de fidélisation pour toi, enfin dans ton quotidien, j'imagine. Complètement. Et ça passe par le conseil que toi, tu es capable d'apporter, et que Varenne, évidemment, est capable d'apporter, mais le conseil que toi aussi, tu es capable d'apporter à tes clients, et en croisant toutes les données, justement, que tu as pu récolter lors de tes déjeuners, de tes salons, etc. Exactement. Exactement. Et c'est vrai, d'ailleurs, que je dirais qu'il y a un grand mythe qui persiste dans le métier, et qui est de dire que l'automatisation ou la digitalisation serait justement en conflit avec notre cœur de métier qui est vraiment, au final, l'intuitu personnel, le fait d'aller voir les gens, le fait de pouvoir les voir en face à face. Et en fait, moi, je suis personnellement convaincu que la digitalisation n'est absolument pas, je dirais, contre le face à face, mais l'accompagne. L'accompagne parce que la digitalisation permet la personnalisation. Si je vois une seule personne, donc un partenaire en rendez-vous, effectivement, je vais pouvoir récolter de la donnée, je vais pouvoir savoir ce qui l'intéresse, etc. Et je vais pouvoir revenir vers lui, je dirais, j'aurais pas, beaucoup de mal à me souvenir de ce qu'il m'a dit. Mais par contre, si j'en vois 10, si j'en vois 50, si j'en vois 100, c'est juste impossible pour moi de me rappeler de tout ce que va me dire chacun des partenaires que je vais rencontrer dans une année. Et il n'y a qu'une seule solution pour permettre cette personnalisation-là, pour permettre cette connaissance client, c'est celle du CRM et celle de l'utilisation de la donnée qui est faite dans le CRM. Ouais, puis j'imagine qu'il n'y a pas que toi qui reçois des informations sur tes clients aussi au sein de Varenne, et du coup il faut arriver à croiser aussi les données qui arrivent par d'autres biais en fait chez Varenne. Absolument. Alors que s'il n'y a que toi avec tes informations, tu n'auras jamais les autres informations, et donc ton conseil va forcément chuter, en tout cas en qualité. C'est exactement ça. C'est tout à fait vrai, Pierre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir tous accès à la même information. Donc ça passe justement par des comptes rendus, très souvent sur le CRM, que l'on peut faire, et donc d'avoir un certain historique, d'avoir un certain suivi justement de l'information client qui est bien entendu très appréciable et très apprécié. Parce que lorsque vous avez le partenaire en question au téléphone et que vous n'avez pas besoin de reprendre tout le fil, tout l'historique justement qu'il y a dans le cadre de la relation entre Varenne et le partenaire,
évidemment, c'est un gain de temps et évidemment, c'est apprécié parce que le partenaire peut voir qu'il y a une connaissance client et un suivi client qui est fait et qui est en place au sein de l'organisation et qui est fait surtout à l'échelle de l'organisation et pas simplement conseiller par conseiller ou relation partenaire par relation partenaire. C'est vrai que c'est, pour donner un petit exemple par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a un vieux mythe qui dit que si on digitalise, on va perdre en qualité ou on va perdre en conseil, etc. Moi, j'ai un prospect qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, ici on n'est pas dans le e-commerce, hein, et surtout le e-commerce chez nous, on n'a pas vraiment envie d'y ressembler. Parce que justement, il avait exactement cette image que du coup on allait aller plus vite et on allait donner moins d'informations et moins de conseils. Alors que c'est tout l'inverse. L'objectif, c'est justement d'augmenter le conseil pour justement augmenter la fidélisation. Absolument, absolument. Et pour moi, encore une fois, hein, c'est peut-être de la redite, mais je reste absolument convaincu que la digitalisation permet véritablement une personnalisation beaucoup, beaucoup plus importante que celle que vous pourriez avoir si simplement vous passiez un peu de temps avec une ou deux personnes de manière isolée. Ok. C'est super intéressant. Merci pour toutes ces informations, Yanis. Je t'en prie. On a peut-être beaucoup, hein, donc on va pouvoir poser quelques questions. Moi, j'avais quand même une question sur Varenne. J'ai entendu dire que vous voulez vous internationaliser aussi. C'est quoi les objectifs après le Covid, du coup? Est-ce qu'il y a des plans qui ont été changés? Est-ce qu'il y a des nouveaux plans qui vont être annoncés chez Varenne? Non, vous savez, chez Varenne, on a vraiment une ligne de conduite qui est assez stable hein, depuis longtemps. 4 stratégies en portefeuille et toujours dans cette idée et cet objectif, toujours améliorer les stratégies qu'on a en portefeuille. Nous avons une proposition de gestion que nous estimons assez complète sur le marché, assez différenciante, et notre idée n'est pas de lancer de nouveaux services, par exemple de gestion sous mandat ou de gestion privée. Elle n'est pas non plus de lancer de nouveaux fonds, que ce soit thématique, géographique ou quoi que ce soit. C'est vraiment de continuer à faire ce que nous faisons, mais de la meilleure façon possible. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir donc, sur la dynamique commerciale, mais également sur la dynamique humaine de Varenne. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de recrutement et les pôles en fait, qui sont très développés, c'est la gestion, bien évidemment, dans un premier lieu, et la tech, donc sur la partie informatique, qui est également extrêmement importante chez Varenne et que nous développons de plus en plus. Donc l'objectif moyen-long terme chez Varenne, en termes vraiment de gestion, c'est le développement continuel, le perfectionnement continuel de la stratégie que nous avons déjà en place dans nos fonds. Et ensuite, en termes de dynamique commerciale, effectivement, nous développons à l'international. Et pour ce faire, nous avons pu faire appel à plusieurs partenariats. Donc nous avons un partenariat au Japon, donc, que nous sommes en train de développer. Nous avons également quelques vues sur les États-Unis. Nous avons des rêves d'Amérique chez Varenne. Et nous avons également plusieurs responsables de développement sur toute la partie européenne, dont Franck Hervé, qui est notre directeur de développement. Ok, bon, on vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne continuation. Et juste avant de conclure, peut-être revenir sur les 3 conseils, parce que c'était quand même l'objectif, mais tu en as donné plus que 3, je pense. Possible. Donc, je vais te poser 3 questions. Bien sûr. Alors, un conseil pour tout ce qui est événementiel, organisation d'événements, salons, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à personnifier le message pour ces événements à distance ou à distance, on va dire. Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment le cadrage, hein, la segmentation de votre clientèle ou de vos prospects, savoir ce qui les intéresse, avoir vraiment cette connaissance-là. C'est important pour pouvoir proposer la bonne offre à la bonne personne. Ensuite, également, la zone géographique. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, bien évidemment, mais proposer un événement ou un déjeuner ou quoi que ce soit qui est à 1 heure, 1 heure et demie de route de votre prospect ou de votre client, bon, c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Et le troisième point, auquel on pense peut-être un petit peu moins, mais c'est la temporalité. Je vais prendre un exemple très concret, mais vous avez, dans le cadre de la gestion de patrimoine, la période fiscale. La période fiscale qui est très importante, et pour faire simple, en fait, la période fiscale, c'est tous les clients privés qui ont besoin de faire leur déclaration, qui ont besoin d'un accompagnement quasi exclusivement fiscal, et les conseillers sont pendant quasiment 6 mois complètement absorbés par cette tâche-là. Et donc, envoyer des invitations, proposer des rendez-vous de gestion sur, au final, la partie financière qui devient simplement à ce moment spécifique de l'année secondaire, c'est forcément se heurter à des refus, se heurter à des irritations de la part des partenaires, et ce que je peux comprendre tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez tout à fait
prendre ce risque-là, donc j'ai envie de dire cette contrainte, et la transformer en opportunité. Ce que j'avais fait la dernière fois qu'il y a eu la période fiscale, c'était de envoyer un mailing du coup à tous mes partenaires en leur disant « je sais bien que c'est la période fiscale, donc pendant ces quelques mois, je vais privilégier la communication plutôt par email ». Et au sortir justement de cette période fiscale-là, j'ai eu des emails et des appels de remerciements en me disant « merci de ne pas vous avoir sollicité pendant cette période-là qui est compliquée, et maintenant, si vous le souhaitez, nous pouvons reprendre justement les rendez-vous ». Ok, donc segmentation, géographie, temporalité. C'est ça. Tout ça, vous pouvez le faire en digital, à distance. Exact. Et donc ça, je dirais, ça concerne spécifiquement la partie événement. Ouais. Sur la partie acquisition client, ou en tout cas, on va dire peut-être plus accompagnement client, un conseil? L'accompagnement client, à mon sens, vient vraiment, comme je le disais, de la disponibilité, de la réactivité, du fait d'être là, en fait, même quand ça va mal, le fait d'être présent, et ensuite laisser faire le temps. Parce que malgré tout, nous sommes dans un milieu, et malgré le fait que tout s'accélère, que vous avez une digitalisation qui rend les connexions et les communications beaucoup plus instantanées, il y a certaines choses qui prennent du temps pour pouvoir s'établir, qui prennent du temps pour pouvoir performer, et donc c'est clairement ce qu'il faut laisser faire, tout simplement. Être présent et laisser le temps. Donc réactivité et conseil, on va dire. Absolument. Ok, troisième et dernière question, du coup, pour toi, Yanis. Ouais. Comment on partage en interne toutes ces best practices, ou en tout cas toutes ces bonnes manières de faire? Partage de ces bonnes manières de faire, c'est vrai, c'est simple, beaucoup de pédagogie en fait. Beaucoup de pédagogie, mais c'est vrai encore une fois qu'il faut toujours avoir, je dirais, un œil opérationnel. En fait, très souvent, d'ailleurs, quand on prend justement les thématiques de digitalisation, les thématiques marketing, vous pouvez avoir dans certaines structures une opposition entre le commercial et entre le marketing. Vous pouvez avoir justement une certaine, pas une rivalité, mais en tout cas certaines incompréhensions qui font que le marketing n'est pas forcément sur le terrain et ne comprend pas forcément tous les besoins du commercial. Et je dirais, pour pouvoir justement gérer ça, c'est vraiment avoir une connaissance terrain et faire remonter justement au marketing, ou en tout cas appliquer ses besoins sur la partie digitale, et que ce ne soit pas forcément l'inverse. Donc c'est vrai que moi j'ai une position qui est un petit peu... comment dire, je suis bien placé par rapport à ça, tout simplement parce que mon poste, c'est vraiment celui de responsable développement, et je suis en plus technophile. Technophile, que ce soit sur Salesforce ou que ce soit sur d'autres logiciels, mais mon idée, c'est vraiment d'apporter des solutions, donc déjà de voir vraiment les contraintes du quotidien, de par mon cœur de métier, puis d'essayer d'améliorer les choses grâce au digital. Et en fait, avec justement ce positionnement-là, ça apporte beaucoup plus de confort, ça apporte beaucoup plus de logique, et ça donne la possibilité justement d'une meilleure intégration. Parce que c'est toujours la même chose, on n'accepte pas, ou en tout cas on ne met pas en place ce qu'on ne comprend pas. Il faut toujours avoir une vue sur la finalité, donc j'y reviens, mais le commencer par la fin, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on met en place et pour pouvoir simplement accepter et onboarder tout le monde. Donc pédagogie, vision. Pédagogie, vision. Ok, écoute, merci beaucoup Yanis. Merci à toi Pierre. Et puis si vous avez des questions, on peut passer aux questions si on a encore 2-3 minutes. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Apparemment on n'a pas beaucoup de temps. Non, donc s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Les micros sont un peu spéciaux, il faut s'approcher je crois du micro. Il n'y en a pas de... Non, et puis s'il y a des questions, on pourra les prendre, nous, les répéter à la voix si jamais les micros ne sont pas vous êtes quel stand du coup? Vous êtes où exactement? Alors, on est sur le stand 1, je suis désolé, je ne me rappelle plus exactement du numéro, mais on est sur le stand 1, on est assez visible, donc vous pouvez venir nous voir avec grand plaisir, nous sommes sur place. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci à tous.